Tandis que là, la première ligne, c'est des lettres anthropomorphes. Le même texte est écrit avec des lettres en forme de personnages. Là, sur ce manuscrit, c'est intéressant parce que la page de gauche contient deux écritures différentes. Il y a d'abord une écriture très ancienne, qui est dans le rectangle à gauche, qui n'est pas datée, mais qui est probablement du Xe siècle, donc dans l'écriture de script, la plus ancienne, et tout autour, il y a une écriture plus récente, et là qui est datée. La date est donnée à la fin de la 6e ligne avant la fin, il y a 3 majuscules, qui donnent la date. Alors la date, alors il faut convertir chaque lettre en chiffre en arménien, c'est-à-dire suivant les centaines. Alors la première c'est la 7e centaine, ensuite 3e dizaine, et ensuite 3e unité. 733, et il faut toujours ajouter 551, parce que l'ère arménienne commence en 551. Et on arrive à la date de 1284. Celui-ci, alors, c'est encore un manuscrit d'une commande d'un personnage de haut niveau, et on voit très bien parce que le début de l'évangile de Marc, ici, est écrit en lettres azur sur fond doré. Alors, il n'y a pas que la pierre et le parchemin sur lequel on écrivait des mémoriaux, des colophons. Voilà par exemple un plat en cuivre, qui date du XVe siècle, de 1477, de la ville de Djoulfa, dans la vallée de l'Arax. Eh bien, vous avez une inscription ici autour, vous avez une inscription ici à l'intérieur, mais vous avez en plus d'inscriptions secondaires ici, vous en avez ici, vous en avez ici, vous avez même des inscriptions en caractère arabe. C'est-à-dire que, même sur un plat comme ça, chacun laissait sa marque. L'artisan, le commanditaire, éventuellement l'acheteur postérieur, éventuellement un deuxième acheteur postérieur, et ainsi de suite. Par exemple, il est clair que ces inscriptions-là sont nettement postérieures. Mais chacun devait laisser sa marque. C'était la manie de l'écrit. Alors, cette inscription sur pierre, elle est assez étonnante, elle est très tardive, elle date de 1797. Et en fait, c'est un vulgaire couvercle de puits à Jérusalem. Il n'empêche que, en 1797, sur un couvercle de puits, on faisait de la calligraphie. Regardez, les lettres sont même magnifiquement gravées, stylisées, et souvent d'ailleurs, comme on dit, ligaturées. Il y a des symboles, par exemple ici, où vous avez plusieurs lettres qui sont réunies en un seul symbole, ou ici aussi, pour gagner de la place. Ça, c'est un exemple particulièrement précieux. C'est un lutrin. C'est-à-dire que c'est un objet qui était utilisé à l'église. L'officiant mettait le volume sur le lutrin, pour le lire. Donc le lutrin est en bois, et ce lutrin en fait est en 2 exemplaires, avec exactement le même décor, et l'inscription est ici. Sur le premier, qui n'est pas exposé ici, il y avait la date, 1272. Et sur le deuxième, qui est exposé ici, il y a le nom de l'artisan. Alors certains manuscrits arméniens sont restés dans l'histoire comme des manuscrits mythiques, parce qu'ils ont une histoire, une odyssée, comme on pourrait dire, totalement rocambolesque. Un des manuscrits les plus mythiques, c'est celui-ci, qui s'appelle l'Évangile du couronnement. Il date de 1198, donc de l'année même du couronnement du roi Léon Ier, le fondateur du dernier royaume d'Arménie en Cilicie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Évangile du couronnement. C'était un manuscrit somptueux, et qui s'est retrouvé après tout un tas de péripéties à Lvov, en Pologne, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui a disparu après à la suite des pillages des nazis, des soviétiques à Lvov, qui a réapparu plus tard, et qui est présenté ici pour la première fois. Ce manuscrit a été commandé par le beau-frère de Léon II, qui était le petit-fils de Léon Ier. Il date de 1274. Ce beau-frère, c'était un personnage très important, un maréchal, il s'appelle Maréchal Oschin, et on voit très bien, c'est la commande d'un grand personnage. La page dédicatoire ici est en bleu sur fond doré, et extrêmement luxueuse, avec toujours les pans, toujours les pans qui sont une constante dans l'iconographie arménienne. Et ce manuscrit, donc, de l'Évangile Maréchal Oschin, est conservé à New York, à la Morgan Library. Alors, les différents royaumes arméniens ont toujours eu une chancellerie, donc des documents diplomatiques, avec les pays voisins, Byzance, le califat arabe, etc. Mais tous les originaux, jusqu'au XIIIe siècle, ont disparu. Ont disparu parce qu'ils ont été détruits par les diverses invasions, et on n'a que des copies dans des recueils.
les premiers originaux qu'on ait datent du XIIIe siècle. Et alors on va essayer un exemplaire. Ça c'est un privilège commercial octroyé aux Génois par le roi Léon II. Il date de 1298. C'est l'original, parce que par chance, l'original a été envoyé à Gênes. Donc il est conservé dans les archives de Gênes. La signature est en rouge, parce que seuls les rois et les catholicos avaient le droit d'utiliser l'encre rouge. Donc c'est la signature du roi Léon II. Et à côté, c'est pareil, ce sont des privilèges aux Montpelliérains, qui sont un peu plus tardifs, qui datent du XIVe siècle, octroyés par les rois d'Arménie. Et là aussi, ce sont les originaux qui sont conservés aux archives municipales de Montpellier. Cette pierre est beaucoup plus tardive, elle date du XVIIe siècle, mais elle a été mise en évidence ici parce qu'elle est absolument extraordinaire par son inscription. C'est un des rares exemples d'inscription arménienne sur pierre ornithomorphe, c'est-à-dire en forme d'oiseau. Toutes les lettres ici sont en forme d'oiseau. C'est très fréquent sur les manuscrits, l'écriture ornithomorphe, mais c'est rarissime sur les inscriptions sur pierre. C'est une pierre d'ailleurs avec disons esthétiquement et de manière stylistique assez naïve, d'une sorte de talisman qu'on mettait sur la cheminée pour se protéger du mauvais sort. La période, disons, 12e, 13e, 14e siècle, marque une sorte de sommet du manuscrit arménien, de l'enluminure arménienne, de la copie sur manuscrit. Et peu après, donc, comme vous savez, au milieu du XVe siècle, apparaît l'imprimerie. Alors, contrairement à beaucoup de cultures, l'imprimerie n'a pas du tout détruit le manuscrit. Au contraire, c'est le manuscrit qui a imposé son style à l'imprimerie. Et donc les deux ont coexisté pendant des siècles. Le problème, c'est qu'au milieu du XVe siècle, donc au moment de l'invention de l'imprimerie, il n'y avait plus d'Arménie. Il n'y avait plus d'État arménien. L'Arménie était partagée entre des empires rivaux, grosso modo les Turcs à l'ouest et les Persans à l'est. Donc il était hors de question d'imprimer des livres en Arménie. La situation politique ne s'y prêtait pas. Et c'est là qu'est apparu à la rescousse donc ce facteur diasporique. C'est que depuis la fondation du royaume d'Arménie en Cilicie a eu pour effet le contact de la Cilicie avec le monde extérieur, à cause de cette grande façade maritime. Du coup, les Arméniens ont connu la Sicile, l'Espagne, l'Italie, et des colonies arméniennes se sont fondées. Et ce sont ces colonies arméniennes qui ont pris le relais de la culture. Alors, on voit bien sur cette carte, il y a trois concentrations, disons, de colonies arméniennes. L'Italie, l'Europe centrale, c'est-à-dire à l'époque le royaume de Pologne, et la Crimée, qui est agrandie ici. Voici ici l'un des exemplaires, il en reste très peu au monde, du premier livre arménien imprimé. Il était donc imprimé à Venise en 1512 par un imprimeur arménien dont on sait très peu, qui s'appelle Hagop Merabart en arménien, c'est-à-dire Jacques le Pêcheur. Jacques le Pêcheur, entre 1512 et 1514, a imprimé 5 livres à Venise, 5 livres arméniens. Ce sont donc les 5 premiers. Après, pendant 50 ans, il n'y a plus de livres arméniens imprimés. Et ça a repris toujours à Venise. Donc ça, c'est le tout premier. Il s'appelle le Livre du Vendredi. C'est un recueil, disons, de recettes de guérison. Parce que, n'oublions pas qu'on est en Italie, et que les Arméniens étaient toujours considérés comme hérétiques, des chrétiens hérétiques. Donc il était hors de question pour les Arméniens d'imprimer des livres religieux, des Bibles ou des évangiles et tout, puisqu'ils étaient considérés comme hérétiques. Comme on le voit sur certains imprimés arméniens, on voit très bien que l'imprimé imite le manuscrit. Vous voyez ici, là, avec des couleurs, des enluminures, ça pourrait être parfaitement une page de début d'un manuscrit arménien. Or, c'est un imprimé. C'est un synaxaire, c'est-à-dire un recueil de vie des saints et des martyrs, donc publié à Constantinople au XVIIIe siècle. C'est un imprimé, mais qui imite totalement le style des manuscrits.